Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être ici. Je suis Valentine Châtelet, je suis la présidente de l'association Les Storygraphes qui organise le festival Tomorrow Stories. Et je suis ravie de lancer cette deuxième édition du festival avec un réveil créatif qui va permettre à Agnès de témoigner de son expérience d'entrepreneuse culturelle. Cette deuxième édition du festival Tomorrow Stories démarre sur les chapeaux de roue avec donc un réveil créatif ce matin et puis une série de rencontres toute la journée d'aujourd'hui avec des conférences, des échanges avec des chercheurs et des professionnels, vraiment dans l'idée de réfléchir ensemble à ce que font les nouvelles technologies, à la narration, au fait de raconter des histoires, de quelle façon, de quelle forme, sur quel support et sur quel thème. La suite du festival sera tout aussi riche avec des séances en salle, avec de la réalité virtuelle et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses à ne pas manquer. Je vais essayer de ne pas être longue du tout. Les temps forts du festival cette année, c'est qu'on reçoit Sam Barlow, qui est concepteur de jeux vidéo. Il sera ici ce soir au Centre culturel Bellegarde pour une conférence. Et il sera demain soir au cinéma Gaumont pour une séance collective de jeux à son dernier jeu qui s'appelle Telling Lies. On reçoit également un réalisateur espagnol qui a l'air quand même un petit peu déjanté, qui s'appelle Héctor Moneris. Je le dis pas parce qu'il n'est pas là, parce que je le redirai devant lui avec grand plaisir. Et il vient présenter son film, le décrire cet après-midi ici. Et demain et après-demain, son film sera présenté au cinéma Gaumont dans un dispositif complètement inédit, avec un clavier géant avec lequel il faudra jouer. C'est un dispositif qui a été conçu de toutes pièces par Frédéric d'Esthétype et Émilien des Storygraphes. Alors je les remercie grandement et ça promet d'être une séance vraiment interactive. La salle va jouer, quelqu'un de la salle va jouer en direct avec ce clavier. En autre moment fort, il y a des sorties de résidence demain matin au cinéma Gaumont pour venir écouter les projets que des auteurs ont travaillé en juin avec des professionnels. Et puis une sortie de résidence samedi soir également, ici même. Et en autre moment fort, en fait, il n'y a que des moments forts. Il y a ce soir un spectacle de danse interactive dans la cour du Centre culturel Bellegarde avec la compagnie Cadence. Et c'est à 21h. Voilà, je vous invite vraiment à prendre un programme en sortant, à aller sur le site internet du festival où vous retrouverez toute la programmation en détail. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite un bon festival. Merci Valentine. Un petit mot sur Réveil Créatif. Alors, sur la forme, ce matin, on va être un peu plus classique que ce que tu nous as annoncé. On va être aussi interactif puisque vous aurez la possibilité de poser des questions à notre invité, à Agnès. Donc Réveil Créatif, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est notre 73e Réveil Créatif. On a commencé en 2012 et on entame notre 8e saison. Donc voilà, on est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Donc je vais laisser la parole à Agnès pour une vingtaine de minutes et puis après on vous passera le micro pour les questions que vous pouvez avoir à lui poser. Merci beaucoup. Je prends la parole. Est-ce que le micro fonctionne? Vous m'entendez bien? Super. Bonjour, moi je m'appelle Agnès Salson. Je vous remercie d'être si nombreux ce matin et puis de vous être levés si tôt en fait pour cette présentation. J'espère que vous avez tous pris un petit café. Moi je me réveille, mais en 20 minutes je vais vous dire beaucoup de choses. Alors ça va être assez intense. Pour ceux qui me connaissent, en fait j'ai tendance à parler assez vite. Donc je m'excuse déjà parce que je sais que c'est tôt le matin. Merci au Réveil Créatif et au festival Tomorrow Stories pour l'invitation, pour nous inviter en fait à partager notre philosophie et puis finalement en fait la genèse et la conception de nos projets avec Michael. Comme vous pouvez le voir, Michael n'est pas là malheureusement ce matin. Il s'excuse en fait, il travaille au montage de son film et il est pris ce matin par un rendez-vous important. Donc je tâcherai de parler en fait d'une double voix et de raconter au mieux notre aventure. Michael est réalisateur et directeur artistique. Moi, j'ai été étudiante à la FEMIS, qui est l'École nationale de cinéma à Paris, en exploitation et en distribution. Et tous les deux, on a cofondé un cinéma qui s'appelle La Forêt électrique, l'année dernière à Toulouse. On s'est rencontrés avec Michael il y a une dizaine d'années. Et depuis, on porte un rêve ensemble qui est celui de créer notre propre salle de cinéma,
Une salle de cinéma dans laquelle on puisse créer une salle de cinéma qui soit un lieu dans lequel on passe la porte et tout soit possible. C'était vraiment en fait ça qui nous anime depuis quasiment notre rencontre. Et on a décidé il y a quelques années, en 2014, de partir sur les routes de France pour aller s'inspirer, partir en quête d'inspiration, aller à la rencontre d'autres salles de cinéma et relever des idées inspirantes. Donc c'est une histoire qui a démarré en fait avec un cahier qu'on avait, un petit cahier rouge qu'on appelait l'herbier des cinémas. Et quand on allait voir des cinémas, parce que c'est quelque chose qui nous passionnait quand on allait voir des villes, on notait avec des petits cœurs sur notre cahier tout ce qui nous inspirait. Ça allait de, vous savez, une boîte à lire qui était installée dans un cinéma, on n'en voyait pas beaucoup à l'époque, jusqu'à une séance particulière ou le fait que des cinémas proposent par exemple des tickets solidaires pour des gens qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma. Tout ça, on le notait dans notre cahier. Et au bout de 2-3 visites sur ce même processus, on s'est dit c'est dommage en fait de ne pas le partager sur Internet. Si nous, ça nous inspire, toutes ces idées qu'on est en train de voir là, elles risquent d'inspirer tout un tas d'autres gens. Et donc, on a créé un site web qui est toujours en ligne, qui s'appelle tourdescinémas.com et sur lequel on retraçait en fait toute cette inspiration. On est parti avec le van que vous voyez là, que ma grand-mère nous avait prêté. Donc c'était un vieux van Volkswagen. Et on s'est vraiment pris au jeu de partir tout un été, pendant 2 mois, sur les routes de France, pour rencontrer environ 100 cinémas. C'était super enthousiasmant. On a découvert en fait tout un tas de choses qui nous ont vraiment inspirés. Et le projet a séduit un éditeur qui s'appelle Henri Dougier, qui nous a proposé d'en faire un livre pour... pardon, je règle ça. Hop. Qui nous a proposé d'en faire un livre pour raconter en fait tout ce qu'on avait raconté sur notre site internet à un plus grand nombre. C'est-à-dire que sur notre site internet, à chaque fois qu'on voyait un cinéma, on écrivait un article sur la salle, on écrivait une rubrique boîte à idées où on documentait toutes ces idées, que ce soit des idées d'architecture, des idées autour du jeune public. Et là, d'un coup, le livre, qui reprenait cette même formule, qui était en fait un carnet de route, nous permettait de revenir sur toute cette aventure. En écrivant ce livre, on s'est rendu compte que quelque part, on était encore un peu figé entre 2 modèles qui existent en France, la salle indépendante art et essai telle qu'on la connaît, et le multiplex. Et un cinéma nous paraissait encore très coûteux. Vous savez, en France, un cinéma, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est environ 3 millions d'euros. Donc ça nous paraissait en fait encore super loin comme projet de pouvoir créer notre propre salle. Donc on s'est dit, on a vu le territoire français, on a vu des idées qui nous ont inspirés, mais on a envie de partir à la rencontre de modèles qui nous permettront de créer ce propre lieu. Donc on est parti au-delà des frontières de la France, on est parti en Europe. En tout cas, on a décidé de partir en Europe pour étendre le champ de cette exploration à des pays qui sont dans des environnements sociaux, politiques, économiques très différents. On a décidé de poursuivre cette exploration avec vraiment une question en tête, comment on allait se lancer, comment on allait créer ce cinéma. Alors la logistique, vous vous doutez, elle n'était pas la même. Entre ce premier Tour de France autofinancé, où on avait sous-loué notre appartement, emprunté le van de ma grand-mère, et finalement on dormait au camping en fait tous les soirs pour visiter ces cinémas, et cette idée de voyager en Europe pendant plus de 6 mois, à la découverte d'une autre centaine de lieux dans 50 villes. Donc pour s'assurer que le besoin a été partagé et puis pour récolter les financements, on a décidé de faire appel à la communauté de notre projet et à créer une campagne de crowdfunding où on demanderait en fait aux gens de participer en fait au financement de ce projet. Ça nous a permis de récolter quasiment 10 000 € et puis de convaincre des institutions, des partenaires privés par la suite de nous faire confiance. On s'est vraiment retrouvé à être tour opérateur, quoi. Il a fallu booker 120 nuits de logement, trouver des hôtels, du Airbnb, mais aussi un peu à la débrouille. On a mis une annonce pour demander à quiconque pourrait nous héberger à Bruxelles, en Serbie ou à Londres de nous aider.
Et on s'est retrouvés comme ça à planifier avec des passes Interrail en poche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les passes Interrail, en fait, c'est des passes qui permettent de voyager, vous savez, en train dans toute l'Europe. Avec nos passes Interrail en poche, de découvrir tous ces cinémas. Ce que je voulais vous raconter très brièvement sur ces cinémas, c'est peut-être vous dire qu'à travers ce tour, on a vraiment découvert toute une nouvelle génération de salles, une nouvelle génération d'exploitants qui avaient vraiment envie de repenser comme nous la salle de cinéma, autour de 3 grandes idées. D'une relation plus forte avec les publics, avec cette idée aujourd'hui que les communautés et les publics doivent être au centre de ces lieux, doivent être impliqués. Avec l'idée d'enrichir le programme des cinémas, de ne pas seulement montrer les films qui sortent, comme vous le savez, tous les mercredis à l'affiche, mais renforcer ce programme de propositions comme des séries, des jeux vidéo, des contenus sonores, en fait tout un tas de choses qui sont aujourd'hui le foisonnement créatif de notre époque. Et cette idée d'espace, qui est peut-être celle que je peux le plus vous montrer aujourd'hui en images, qu'on a découvert, on a découvert tout un tas d'espaces au-delà de la boîte noire, de l'espace de projection. Par exemple, cet espace qui est un restaurant italien à Berlin, qui est dans un cinéma qui s'appelle Il Kino. Et donc, comme vous voyez, en fait, on doit rentrer par ce restaurant italien avant d'accéder à la salle. Des bars, des cafés, qui sont très nombreux dans les salles européennes, pour créer comme ça des espaces plus conviviaux avant ou après la séance. Donc ça, c'est un cinéma entièrement géré par des étudiants qui s'appelle Criterion. Et notre cinéma, ça c'est le lobby du cinéma, c'est aussi là où on achète les tickets, qui s'appelle le Het Ketelhuis. Ces cinémas étaient, les cafés là, que je vous ai montrés, ils sont dans des salles à Amsterdam. Ils sont très forts là-bas aux Pays-Bas pour les lieux de vie. C'est quelque chose qui nous a beaucoup impressionnés en fait. Nous qui étions plutôt habitués à des salles qui sont un peu le temple, vous savez, de la cinéphilie, où on rentre, on va voir un film, on fait pas de bruit et on ressort. Alors que là, l'idée, c'était au contraire de recréer des espaces vraiment de convivialité. Et ces espaces, des espaces de création qui nous ont aussi énormément parlé. Ça, c'est un cinéma qu'on a vu encore aux Pays-Bas, mais il en existe un peu partout en Europe, évidemment, qui s'appelle le Kino, dans lequel on trouve des espaces de création, des espaces où les artistes peuvent venir pour tourner leurs films, les post-produire, c'est-à-dire les terminer, ou simplement les partager, évidemment, au public. On a aussi vu, alors c'est un très court aperçu de ce qu'on a vu en Europe, mais on a aussi vu des espaces très atypiques qui nous ont permis de réenvisager l'espace de la salle de cinéma complètement autrement. Ça, c'est un cinéma qui s'appelle le Up Outdoor, qu'on a découvert en Bulgarie, à la frontière de la Turquie, au bord de la mer Noire. Un cinéma en fait qui est pensé par une agence d'architecture et qui propose chaque été, pendant 2 mois, cette structure éphémère pour proposer des films indépendants dans une toute petite station balnéaire qui est située, pour vous donner quand même un aperçu, à 8 heures de la capitale Sofia, qui est de l'autre côté du pays. On a vu d'autres cinémas pop-up éphémères. Celui-là était à Londres, il s'appelait, puisqu'il était éphémère, il n'existe plus, il s'appelait le Underground Film Club et il était situé dans une ancienne station de métro qui avait fermé, qui s'appelle la station Waterloo. Et en fait, ce cinéma avait ouvert pendant l'hiver 2015 pour proposer des films cultes, des films de Noël. Là, sur la photo, vous voyez la salle de cinéma, mais évidemment, on retrouvait aussi un café, un mini-golf et tout un tas d'espaces un peu fous dans ce lieu pop-up. Donc voilà, tous ces cinémas, en fait, nous, ils sont venus conforter notre envie initiale qui était, comme je vous disais au début, de porter un cinéma dans lequel on puisse inviter des artistes à créer. Et donc, on s'est retrouvés à rentrer en France, en fait, après ce voyage. Et on est rentré, en fait, avec toutes ces images en tête, mais avec l'envie de poser sur papier le projet idéal. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite en rentrant. On a posé sur papier, plus en détail, ce projet de cinéma qu'on avait envie de porter. Un projet donc où la communauté soit au centre, un projet où on puisse montrer d'autres types de contenus que des longs métrages, un projet dans lequel on invite d'autres espaces que des espaces de boîtes noires, un projet dans lequel des artistes puissent venir créer. Et on a gardé toutes ces idées maîtresses qu'on avait vues pendant le tour des cinémas en tête, mais on s'est rendu compte que c'était super excitant en fait de poser tout ça sur papier
mais qu'on était un peu hors sol, que la pensée, elle était un peu hors sol et qu'il fallait absolument, pour qu'on aille plus loin, qu'on trouve un territoire en fait pour s'ancrer. Donc là, on s'est rappelé en fait un conseil que beaucoup de jeunes exploitants nous ont donné, de beaucoup de salles de cinéma. Trouver une ville accueillante, bienveillante, trouver une ville où vous avez des amis, de la famille, des gens qui pourront vous soutenir, parce qu'un cinéma, vous allez voir, c'est pas rien à monter, et vous allez avoir besoin d'être soutenu. On est originaire du Gers avec Michael, donc c'est juste à côté de Toulouse. On n'avait jamais vécu ici, on s'est dit que c'était vraiment le bon moment pour s'installer à Toulouse. Aussi parce que c'est une ville qui est jeune, étudiante, et que c'était vraiment le public qu'on avait envie de toucher, particulièrement, même si une salle de cinéma, c'est pour tous les publics. C'est une ville qui est dynamique, et c'est une ville, je ne sais pas si vous le savez, qui est la ville la plus cinéphile de France. Donc on se disait que c'était vraiment, toutes les planètes étaient alignées pour qu'on s'installe ici. Donc on décide de s'installer à Toulouse, mais on fait face au premier dilemme, qui est le même en fait que la question originelle, c'est qu'un cinéma, c'est toujours 3 millions d'euros en fait. Les professionnels nous disent, vous allez mettre 10 ans à monter votre cinéma. On commence à regarder le foncier, qui en effet est très coûteux. Nous, on n'a pas beaucoup d'argent de côté, on n'a pas de référence, on n'a pas d'expérience, on n'a jamais monté un cinéma. Donc on se retrouve avec toutes ces questions en tête. Et là, on se repose devant tous ces cinémas qu'on a visités, en se disant, bon sang, s'ils ont réussi, il faut qu'on trouve un moyen, quoi. Et on décide de prendre vraiment le chemin de l'éphémère comme un moyen pour nous d'expérimenter, de tester en fait tout ce qu'on a vu en Europe, de créer une première communauté et de penser le projet par étapes. Donc on part sillonner la ville, rencontrer les collectivités territoriales et chercher un lieu patrimonial à investir pour porter ce cinéma éphémère. Donc, juste quelques exemples, on a visité des lieux aussi différents que des parkings souterrains, des appartements dans un immeuble HLM qui était voué à la destruction, d'anciennes usines qui venaient de fermer. Et on s'est retrouvé à visiter un lieu que vous connaissez sûrement à Toulouse qui s'appelle les Halles de la Cartoucherie. On a découvert les Halles de la Cartoucherie au moment où les futurs propriétaires qui vont transformer le lieu en un tiers-lieu venaient de se positionner sur ce lieu et étaient excités par notre idée de préfigurer leur futur lieu par une salle de cinéma. Donc nous, on était hyper contents d'avoir trouvé des gens qui comprenaient en fait notre démarche, et on a signé en fait assez rapidement avec eux une occupation temporaire sur l'année dernière, donc l'année 2018, pour pendant 2 saisons, au printemps et à l'automne, créer une salle de cinéma. Donc ça, c'est le lieu, le premier jour où on l'a visité, en février 2017. Comme vous voyez, le lieu était brut. Il n'avait pas de raccordement à l'eau, pas à l'électricité, pas à Internet. Le toit fuyait. Mais nous, on s'était dit, c'est super. On était super enthousiastes à l'idée de réhabiliter ces 400 mètres carrés. Et on l'avait trouvé, en fait, cet espace pour lancer notre cinéma. Donc nous, on ne voyait pas trop ça. On était vraiment enthousiastes. Mais il a fallu remodeler encore une fois ce projet et se projeter dans les espaces, concevoir les espaces. Alors Michael n'est pas là pour en parler aujourd'hui, mais Michael est infographiste, enfin fait de l'infographie, et il a pu modéliser en 3D les espaces à partir des premiers plans en fait, enfin des premières photos que vous voyez là. Il a pu modéliser les espaces. Donc ça, c'est les premiers travaux qu'on a fait, qu'on n'a d'ailleurs jamais montré à personne, de modélisation de l'espace où on avait un bar, la salle de cinéma. Ça nous a permis d'envisager le rideau, de voir comment ça marchait. Dans un deuxième temps, il a posé la scénographie. Donc il a testé la peinture à partir des photos en place. Et ça nous a vraiment permis de déterminer toute la scénographie. Il faut savoir que pour ce projet, on n'avait pas de modèle. C'était le premier cinéma éphémère de France. C'est même une expression qu'on a un peu trouvée nous-mêmes pour parler du projet. Donc il a fallu tout apprendre de A à Z. Cette scénographie, justement, comment on crée ce cinéma, comment on programme, comment on gère le bar, comment on lance cette activité, et puis comment on se lance, quoi. Donc on l'a construit sur les 3 grandes idées dont je vous parlais tout à l'heure. On a été inspiré par l'approche participative des cinémas en Europe, et on a décidé de construire ce cinéma avec les gens. Donc on a proposé en fait aux futurs spectateurs de peindre ce lieu avec nous,
de participer à des pique-niques, de fixer les fauteuils. On organisait en fait chaque semaine le samedi des journées qu'on appelait super chantier, où des bénévoles pouvaient venir nous soutenir. Je m'arrête juste rapidement dessus parce que ça, c'était vraiment essentiel pour nous. Ça a été déterminant dans le projet, non seulement en termes d'énergie, d'être soutenu, en fait, de sentir qu'on n'était pas fous dans cette idée de créer ce cinéma, mais aussi parce qu'ils sont devenus le cœur de notre projet. C'est devenu un projet collectif. On n'avait pas imaginé en fait la montagne de ce qu'il y avait à accomplir pour créer ce cinéma, et sans cette centaine de bénévoles, on ne l'aurait pas fait en fait. On n'aurait pas pu aller au bout. Ça, on le sait aujourd'hui. On a voulu, évidemment, dans cette deuxième grande idée, diffuser tout le bouillonnement créatif dont je vous parlais tout à l'heure, des films de la pop culture, des films féministes, des films d'animation, enfin voilà, tout ce qui nous inspire aujourd'hui et ce qui fait notre cinéphilie, et organiser tout un tas d'événements atypiques que cet espace permettait. Par exemple, un bénévole a recréé un studio d'enregistrement éphémère autour d'une projection d'un film documentaire. Donc les gens pouvaient assister en fait à l'enregistrement d'un groupe toulousain, Renard, en live, juste avant une projection. On a fait des sessions de rétro gaming sur grand écran, des workshops. Les gens pouvaient venir faire de la broderie avant la diffusion d'un film Ghibli. On a fait d'autres workshops, c'est juste un exemple. On a organisé un vide-grenier avec cette idée que la salle de cinéma, en fait, on avait aussi envie d'inviter des gens qui n'étaient pas des cinéphiles ou qui n'allaient pas naturellement venir dans nos murs. Donc là, on s'est retrouvés ce jour-là avec des gens qui pensaient simplement visiter une friche, en fait, avec un vide-grenier à l'intérieur, alors qu'en fait, ils rentraient dans notre cinéma. Et puis ça, je le passe rapidement, mais évidemment, cette idée qu'on n'était pas un espace atypique, un espace, on voulait créer un espace de rencontre chaleureux, où les gens puissent venir faire des rencontres, et puis voilà, vraiment être dans un lieu de vie, quoi. Ce cinéma, il était destiné à être éphémère, donc au mois de novembre dernier, quand il a commencé à faire froid, c'était prévu, la saison s'est arrêtée, et on a dû démonter le cinéma. On a fait le bilan en fait sur toute l'année et on s'est rendu compte que c'était une super belle expérience, qu'on avait eu beaucoup de public, que le public avait répondu présent aux événements et qu'en fait ce qui nous manquait pour installer ce projet dans la durée, c'était qu'un lieu. Mais on l'avait toujours pas. Quelques semaines après le démontage du cinéma, on a été contacté pour créer un cinéma dans le cadre d'un appel à projet urbain qui s'appelle Dessine-moi Toulouse, dans le quartier de Bonnefoy, dans d'anciens ateliers de menuiserie de la ville qui font 1000 m², aux côtés d'un habitat participatif et d'un pôle d'économie sociale et solidaire. Donc, c'était juste avant les vacances de Noël, on s'est retrouvés à devoir encore une fois, à partir de ce lieu, remodeler des plans et réimaginer ce que ce cinéma pourrait être. Et on a pensé à un cinéma dans lequel il y a un café, des salles de projection et cette fois des ateliers, des espaces de création, des espaces où des artistes puissent venir faire des films, ce qui est vraiment notre idée initiale. Voilà, tout s'est enchaîné très vite, on a passé les auditions et le projet a été lauréat de l'appel à projet. Donc depuis le mois d'avril, on sait qu'on va pouvoir s'installer de manière pérenne dans le quartier de Bonnefoy, sur le site de la Pujade. Et on a décidé de se servir de la spécificité de ce qu'on avait appris à la forêt électrique, de savoir phaser, faire par étapes, pour penser le futur projet. Donc là, on attend, dans quelques semaines, normalement, on reçoit les clés du lieu, pour, dans un premier temps, développer un projet de production. De la même manière, en fait, qu'on a expérimenté la diffusion, on veut expérimenter la production et créer une série, donc ça, c'est une série de science-fiction qu'on développe en ce moment, qui s'appelle La Nuit du Monde. On est parti avec Mickaël cet été faire des repérages en région Occitanie. Le projet est en cours d'écriture et c'est vraiment ce qu'on a envie d'inviter dans l'espace dans un premier temps pour que ça rejoigne le cœur du projet de la forêt électrique et inviter des spectateurs aussi à assister à cette démarche d'un projet en cours de construction. Dans une deuxième phase, à partir de 2021, l'idée c'est de recréer une salle de cinéma éphémère pour vous inviter à découvrir le lieu, agencer les espaces et puis le faire évoluer pour le réhabiliter dans une phase plus définitive et ouvrir ses murs en 2024. Peut-être juste vous dire que ce qu'on a appris dans l'éphémère et dans toute notre expérience à travers les salles de cinéma, c'est que le temps, c'était vraiment une denrée rare. Et nous, on a eu la chance d'avoir le temps de voir des salles de cinéma en Europe qui nous ont inspirés, d'expérimenter en fait tout ce qu'on avait vu à travers le cinéma éphémère. On a eu la chance aujourd'hui, on a la chance d'avoir le temps de pouvoir préfigurer ce futur cinéma. Et on a vraiment envie de prendre le temps avec vous
d'échanger, de construire en fait ce cinéma qui est en fait un cinéma dont on rêve depuis des années aujourd'hui. Pour résumer cette aventure, on a écrit un livre, on est en train de le boucler en fait, qui s'appelle Cinema Makers, comme la présentation d'aujourd'hui, autour de cette idée qu'on peut tous faire un cinéma et qu'on peut apprendre en faisant. Et on revient en fait sur tous ces cinémas qui nous ont inspirés et sur la genèse de ce projet. On a reçu là, il y a quelques jours la couverture de ce livre et du coup je me disais que c'était une bonne conclusion que de vous la présenter. On lance les préventes du livre en fait à la fin du mois et on retracera voilà, tout ce que je vous ai dit là dans ce livre. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup Agnès. Je vous propose de poser toutes les questions que vous avez à Agnès, en profiter. Bonjour et merci. J'ai une question. Vous avez parlé de cinéma éphémère, alors vous disposez d'un espace pérenne. Alors, pardon si c'est pas toujours très clair, mais en fait le cinéma éphémère c'était vraiment une idée qui est née quand on est rentré du Tour d'Europe comme un moyen pour nous de faire. Initialement, on a toujours voulu porter un cinéma fixe, en fait un cinéma. C'est juste que c'était inenvisageable de pouvoir acquérir du foncier à cette époque-là. Aujourd'hui, le site qu'on a remporté est un site pérenne. Ce ne sera pas un cinéma éphémère, c'est un site sur lequel on va s'installer pour au moins une bonne trentaine d'années. En tout cas, c'est ce qu'on signe. Bonjour, Richard, merci pour la présentation. Tu disais au début que c'était 3 millions d'euros à peu près tous les cinémas. Ça veut dire que celui-là aussi, au final, il va être aux environs de 3 millions d'euros ou c'est moins cher ? Alors c'est un peu moins cher, en fait 3 millions d'euros c'est vraiment le budget moyen d'une salle indépendante en France. En Europe, nous on a pu découvrir des cinémas qui se finançaient pour beaucoup moins parce qu'ils partaient d'un lieu existant. On a vu des cinémas financés de qualité professionnelle aux normes à 500 000 euros. Aujourd'hui, nous on évalue nos travaux à environ 1 million d'euros. On part d'anciens ateliers de menuiserie, donc de lieux qui ont quand même je vous remonte la photo de super beau volume, une super haute hauteur sous plafond. Donc en fait, tout dépend de l'existant. Quand on parle de 3 millions, c'est souvent quand on réhabilite soit un lieu plus en friche ou soit quand on crée de zéro à partir d'un terrain. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Merci pour toutes ces informations. Donc vous ne saviez pas que c'était impossible, donc vous l'avez fait, c'est formidable. Et si j'ai bien compris, là, c'est presque un autre projet. Vous commencez par un projet de production et il y a un modèle économique derrière Complètement, on vient de lancer notre structure de production, qui est la structure cousine pour nous de la forêt électrique. Ça s'appelle Electric Animals. Pour nous, c'est un seul et même projet. En fait, tout ce projet, c'est un seul et même projet. Du tour des cinémas à la création de films ancrés dans un lieu, c'est un même projet. On a envie que la salle de cinéma, en tout cas la salle de demain, elle soit envisagée comme un lieu où des artistes, des réalisateurs, des réalisatrices peuvent passer la porte et se dire qu'ils pourront créer aussi dans cet endroit-là. Reconnecter en fait la création avec la diffusion. Donc en effet, c'est quelque chose de nouveau pour nous. Mais Mickaël est réalisateur, donc on part aussi de compétences qu'on a là. Et puis pour nous, la production de films est finalement assez semblable à la production de projets. On a tendance à enfermer les choses dans des cases, mais produire des projets comme le Tour des cinémas, la forêt électrique ou produire un film, au final, c'est rassembler des talents, rassembler de l'énergie autour d'une envie et je pense trouver des solutions pour faire, en fait, pour créer. D'où le terme maker aussi. C'est-à-dire se rappeler qu'on fait. Et je connecterai aussi cette idée avec l'envie pour nous d'impliquer des gens dans ces processus-là. De la même manière, en fait, que des gens nous ont aidés à construire un cinéma, à peindre les murs, à fixer les fauteuils. Tout le monde nous disait, pourtant, c'est un travail de spécialiste. Vous n'avez jamais été exploitant, comment vous allez faire ? Eh bien, on a demandé, en fait. On a demandé des conseils, on a été voir des gens. Et c'est exactement la même chose qu'on fait aujourd'hui pour la production, c'est qu'on demande de l'aide. Et je pense qu'on va apprendre en faisant. Bonjour, merci beaucoup. Vraiment, j'ai eu la chair de poule en écoutant cette aventure.
Et ma question, c'est, vous parlez des 30 ans, en fait, que ça va durer. C'est un bail que vous avez avec la mairie qui va durer 30 ans, c'est ça? Exactement, en fait, dans le cadre de Dessine-moi Toulouse, on signe un bail avec la ville, donc qui n'est pas encore signé, pour une durée vraisemblablement de 30 ans. Pour réinvestir CEAL. Bonjour Agnès et merci pour cette belle présentation. Je suis là. Je voulais savoir en fait sur ce nouveau projet s'il y avait besoin aussi de bénévoles, de nouveaux bénévoles. Alors oui, on aura besoin de nouveaux bénévoles, évidemment. On fera passer toutes les informations sur nos réseaux sociaux et sur notre site web, La Forêt Électrique. Pour le moment, en fait, on attend les clés. Alors, on pensait les avoir un peu plus tôt et on vous tiendra très vite informés en fait quand on récupère les clés pour la suite. Donc, je propose que ceux qui soient intéressés, soit vous nous écrivez et on vous rajoute dans la newsletter, soit vous rejoignez nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, Facebook, Twitter. Et on vous tiendra au courant, on fera une petite fête quand on récupère ces clés. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Je me pose une question sur la notion de maker. Toulouse, c'est quand même la première ville de France à avoir eu un Fab Lab avec Artilect, la première ville aussi à avoir autant de Fab Labs, le premier Fab Lab Festival, etc. Et est-ce que vous avez eu des liens avec l'univers des Fab Labs, des makers, pour produire et concevoir les lieux? Alors, on a été beaucoup inspirés par leurs initiatives. Quand on est revenu pour la première fois à Toulouse du Tour d'Europe, on est revenu pendant le Fab Lab Festival. Et en revenant à cet événement, on s'est dit, bon, c'est vraiment ici qu'il faut qu'on s'installe. En fait, il y a cette énergie. Donc oui, il y a des connexions pour nous énormes. On n'a pas directement travaillé avec eux. On a contacté en fait le Fab Lab de l'école d'Ingé, il me semble, pour penser le système des casques. Alors, j'ai pas précisé parce qu'en fait, il y aurait trop à dire, mais sur la forêt électrique, on avait une installation professionnelle pour être aux normes. Je vous passe aussi les détails administratifs. Mais on a contacté le Fab Lab Artilect et le Fab Lab de cette école d'ingénieurs pour pouvoir imaginer un système de casque, comment on allait brancher le son. Et finalement, on est rentré en contact trop tard. En fait, on est rentré en contact, mais trop tard. Et du coup, on a dû trouver une solution de notre côté. Mais évidemment, on a envie de travailler avec eux et de créer des ponts. Oui, bonjour Agnès. J'ai deux petites questions. D'une part, le titre, enfin l'appellation de votre cinéma que je trouve très beau, La Forêt Électrique, ça vous est venu comment? Ça vient d'où? La forêt électrique, en fait, on avait vraiment, ça fait très longtemps, c'est un processus assez organique, donc c'est toujours dur à décrire, mais ça fait très longtemps qu'on a envie que ce soit la forêt quelque chose. Parce que je crois au fond que la forêt, pour nous, c'était cette idée d'écosystème, de choses qui se complètent. Puis la forêt, c'est un espace naturel, sombre. Enfin, c'est un espace qu'on aime beaucoup, en fait, déjà. Donc la forêt, ça nous plaisait. Et un jour, Mika m'a dit, bon, la forêt électrique, t'en penses quoi? Et on s'est dit, bon, c'est ça, en fait. C'est exactement ça, parce qu'électrique, j'ai pas envie d'apposer trop une définition pour vous, mais pour nous, c'était tout un bouillonnement. Et puis aussi toute la nouvelle société numérique. Et à la fois, il y avait l'idée que c'était deux mots qui n'étaient pas naturellement amenés à être ensemble et qui résonnaient bien ensemble. Donc ça nous plaisait. Et puis ça nous plaisait que ce ne soit pas un nom de cinéma traditionnel. Le Luxe, le Rex, le Méliès. On voulait vraiment que ce soit un nom qui ne soit pas juste un nom de cinéma, que ce soit un nom plus large. Ma deuxième question, c'était, vous allez produire un film animé. Est-ce que vous êtes en relation avec les sociétés de production à Toulouse qui sont connues voilà, et qui travaillent dans ce domaine? Alors, ce n'est pas un film animé, c'est un film qui utilise des techniques d'animation. Je le précise juste, ce sera un film de fiction, d'où nos repérages en décor naturel. L'idée, en fait, c'est vraiment de travailler avec des talents locaux, de travailler avec des décors de la région, de montrer en fait qu'on peut faire des films de partout. Voilà, et du coup, oui, on est rentré en contact, on intègre en fait l'APIFA, l'association des producteurs de la région, et voilà, on est en très bon contact avec les producteurs. On a commencé à rencontrer, pas tout le monde évidemment, mais là demain, on va à Montpellier, aux états généraux de la production, rencontrer ceux qu'on ne connaît pas encore. D'accord, merci. Tu as une dernière question? Merci beaucoup. J'aurais aimé savoir si vous aviez pu évaluer le profil de vos spectateurs à la forêt électrique. Alors oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on avait aussi envie
de penser à un cinéma. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes générations tendent, on le lit dans beaucoup d'études, tendent à déserter les salles obscures, les salles indépendantes. Et nous, c'était vraiment un axe fort de notre projet. On avait envie de faire un cinéma qui puisse aussi parler à notre génération. Donc, en effet, pendant la saison 2, on a créé une étude, on a créé un questionnaire de plusieurs pages et environ 500 spectateurs y ont répondu. Donc, ça nous a permis de connaître un peu mieux ces spectateurs. À partir de cette enquête, on a déterminé que notre public avait un âge moyen de 29 ans, qu'il n'habitait pas près de la cartoucherie, qu'il venait d'assez loin en fait, et qu'il était attaché à l'idée que le cinéma puisse être un lieu de rencontre. C'était vraiment quelque chose qui revenait souvent, l'accueil du lieu, le fait qu'il y a un côté humain. Ça paraît peut-être banal de dire ça, parce qu'écrit, en fait, ça paraît banal, mais en fait, nous, ça nous a vraiment marqué de se dire, y compris les super chantiers et tout ce processus collaboratif, on s'est rappelé en fait à quel point dans notre société on manquait de lieux pour être ensemble, à quel point on manquait de lieux pour se rencontrer, et qu'en fait il fallait qu'on soit tous à même de créer plus de lieux pour se réunir. Et donc voilà, sur le public, on avait un public qui était paritaire, que dire de plus, qui était très majoritairement abonnés à des plateformes de SVOD comme Netflix ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, des plateformes en ligne. Donc que la pratique pouvait être complémentaire, qu'on pouvait aller au cinéma et être abonné à Netflix. Et voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus sur ce public. Bah, merci beaucoup. On a des informations plus précises si ça t'intéresse, on a toute une enquête si besoin. Voilà, je crois qu'Agnès est encore avec nous au moins jusqu'à 10h, donc il y a possibilité d'échanger avec elle directement. On va conclure. Merci beaucoup à Valentine et à toute l'équipe des Storygraphes de nous avoir accueillis dans le cadre de ce festival qui promet et qui se prolonge, qui commence aujourd'hui, qui se prolonge demain et samedi. Merci également donc à tous ceux qui nous soutiennent, donc Milan Presse, le Conseil départemental de Haute-Garonne, Picto Toulouse, Étincelle Coworking et Saveur et Harmonie qui nous offrent le thé et le café que vous avez bu ce matin. Merci aussi à toute l'équipe de Réveil Créatif. Un petit mot, donc c'est nouveau cette année. Si vous aimez notre café, si vous aimez nos croissants, si vous aimez nos invités, on vous propose de devenir adhérent de Réveil Créatif. Alors, il n'y a pas besoin d'être ultra riche, hein, c'est à partir de 10 €. On vous propose de le faire en ligne, donc sur le site Hello Asso. Vous tapez sur un Google Hello Asso Réveil Créatif, vous allez nous trouver. Donc voilà, on vous invite à rejoindre l'association. Quelques mots également pour... Ah oui, Romain m'a dit que c'est pas parce que on est inscrit, on est adhérent qu'on reçoit la newsletter. Donc ça veut dire qu'il faut aussi vous inscrire sur le site Réveil Créatif pour recevoir toutes les informations ou fréquenter également nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour recevoir l'information. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Vous donner quelques mots sur les invités des prochains mois. On a un rendez-vous le samedi 12 octobre. Généralement, on n'est pas le week-end, mais là, c'est un événement un petit peu particulier dans le cadre du festival, d'une sortie de résidence 1+2. Et le 12 octobre, on recevra Sylvestre Maurice, qui est un planétologue, et qui racontera comment il a découvert qu'il y avait de l'eau sur Mars. Donc ça sera même heure qu'aujourd'hui, c'est-à-dire rendez-vous 8h30 pour le petit déjeuner et 9h jusqu'à 9h et début de l'intervention à 9h. On sera au Théâtre de la Cité. Franchement, je pense que ça va être un grand moment avec un intervenant vraiment, vraiment excellent. Au mois de novembre, on aura comme invité Élise Vandel qui anime des ateliers d'écriture et qui vient nous parler d'écriture et de créativité. Et puis au mois de décembre, John Lavoigna qui est là et qui viendra nous parler de ses multiples talents d'auteur, de photographe et je crois même de comédien. Donc voilà, tout un programme. Voilà, écoutez, merci encore à tous, merci à Agnès et puis on vous souhaite une bonne journée.